Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette vidéo où si vous aimez la collection, si vous aimez Yu-Gi-Oh! Rétro, si vous aimez les histoires derrière les cartes ou derrière les objets Yu-Gi-Oh! Sachez que cette vidéo est réellement faite pour vous. Je sais qu'on parle souvent d'items rares, de pépites sur internet, mais vraiment, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, je pense que vous n'en avez jamais entendu parler et que vous n'avez sûrement jamais vu ces items. Alors faire cette vidéo, c'est avant tout un plaisir personnel parce que je vais bien évidemment vous présenter ma collection, mais l'objectif, et je trouve que ce qui est intéressant pour un collectionneur, c'est aussi de partager et de savoir d'où ces items viennent. Et vous allez voir que beaucoup d'items que je vais vous présenter aujourd'hui, en fait, ils ont directement eu un impact majeur sur Yu-Gi-Oh! En général, son développement au Japon, et que éventuellement, sans ces items-là, sans ces cartes, peut-être que Yu-Gi-Oh! Ne serait jamais arrivé en Occident et on ne connaîtrait pas le jeu en TCG tel qu'on le connaît aujourd'hui. Vous voyez ici à l'écran mon binder, c'est là où est-ce que je stocke toutes mes cartes à l'unité. Si ça vous intéresse de savoir comment est-ce que, en tant que collectionneur, je stocke, je range toutes mes cartes, dites-le moi en commentaire. Je pense que je ne pourrais pas tout décrire aujourd'hui, mais je sais que quand j'ai commencé, c'était un truc qui était un peu perturbant parce que je ne savais pas si je devais faire du simple sleeve, double sleeve, si je devais utiliser des top loaders, comment est-ce que je devais ranger mes objets scellés. Donc tout ça, j'ai un peu appris sur le tas et je pense que je peux vous partager aussi mon expérience dans une prochaine vidéo. Mais pour l'instant, on ne va pas s'occuper de ce binder, tout simplement parce que j'ai regardé un petit peu les items que j'avais et en fait, c'est un peu trop pour une seule vidéo. Si je veux vous raconter toutes les histoires qu'il y a derrière, toutes les anecdotes, ça risque d'être un peu compliqué. Mais je peux vous teaser un petit peu avec la première page. Bon, là, il y a une feuille blanche, mais hop, voilà. Ici, on a du très lourd. Je vous garde ça pour la prochaine vidéo. Il faut revenir un petit peu en arrière. On est en août 1999. Yu-Gi-Oh! Ou plutôt Konami a récupéré les droits pour publier le jeu de cartes. Ça marche plutôt bien. Il y a à peu près 700 cartes qui sont déjà disponibles et Konami décide d'organiser un gros événement au Tokyo Dome afin de célébrer Yu-Gi-Oh! Pour vous donner un peu du contexte, le Tokyo Dome, c'est un peu l'équivalent du Stade de France. C'est là où est-ce qu'il y a des matchs de baseball régulièrement, mais c'est aussi là où est-ce que tous les gros chanteurs viennent pour se produire. Notamment, juste un exemple, il y a Michael Jackson qui a fait 21 concerts au Tokyo Dome. Voilà, juste pour poser les bases, on ne parle pas d'un tout petit stade dans un village perdu au fin fond de la France. Alors, qu'est-ce qui se passe au Tokyo Dome en août 99? Donc on est vers la fin des vacances scolaires. Les écoliers, les étudiants s'apprêtent à retourner à l'école. Et donc, Konami va organiser 2 tournois pour ce Tokyo Dome, pour cet événement. Un tournoi sur un jeu Game Boy Color qui s'appelle Duel Monsters 2, il me semble. Et un deuxième tournoi qui n'est ni plus ni moins que le tournoi Yu-Gi-Oh! Tel qu'on le connaît aujourd'hui, donc sur table. Cet événement va devenir absolument mythique au sein de la communauté Yu-Gi-Oh! Mais aussi au Japon en général, et ça pour plusieurs raisons. Alors déjà, essayez de deviner le nombre de personnes qui va se déplacer jusqu'à Tokyo pour essayer de rentrer au Tokyo Dome. Qu'est-ce que vous dites? 1000, 2000, 3000? Sachez que vous êtes complètement à côté, tout simplement parce qu'au total, pas moins de 65 000 personnes vont essayer d'accéder au Tokyo Dome en 99. Je dis bien essayer parce que sur ces 65 000 personnes, on estime qu'à peu près 10 000 d'entre elles n'arriveront même pas à franchir le seuil de la porte du Tokyo Dome. Mais alors, est-ce que ces 65 000 personnes venaient assister à l'événement et venaient participer aux 2 tournois que je viens juste de mentionner? Eh bien en fait, pas du tout. La très grande majorité d'entre elles ne venaient pas pour participer au tournoi Yu-Gi-Oh! Mais ils venaient pour acheter un item exclusif uniquement vendu sur les 2 jours du Tokyo Dome en août 99. Pour comprendre un peu cette Yu-Gi Mania au Japon, il faut mettre un peu plus de contexte. Il faut bien comprendre que le jeu a à peu près, comme je le disais avant, 700 cartes. Le truc, c'est qu'à l'époque, au Japon, Yu-Gi-Oh! Est déjà connu comme étant un jeu qui coûte extrêmement cher. C'est-à-dire que oui, vous pouvez acheter des items en boutique, vous pouvez acheter des cartes et même quelques boosters, on en reparle juste après. Mais le truc, c'est que à l'époque, beaucoup de cartes Yu-Gi-Oh! Sont disponibles uniquement dans des produits dérivés, à savoir des bouquins, des magazines, des guides pour comprendre le jeu, mais aussi
des jeux vidéo. Parce que oui, Konami à la base, s'ils sont devenus aussi connus, c'est parce qu'ils vendaient des jeux Yu-Gi-Oh! Ils vendaient déjà la licence Yu-Gi-Oh! Qui n'avait pas grand-chose à voir avec le jeu qu'on connaît actuellement, mais ça marchait très très bien. Et du coup, certaines cartes étaient exclusivement réservées comme des cartes promotionnelles de ces jeux vidéo, ce qui faisait qu'elles étaient très difficiles à avoir et très très chères. En plus de ça, il faut bien comprendre que à cette époque-là, lorsque Konami dit qu'il va y avoir un item exclusif, cet item n'est pas réédité. C'est-à-dire que si vous loupez l'opportunité de l'acquérir, vous ne pourrez jamais l'avoir. Donc autant vous dire que lorsque Konami dit on va organiser un énorme événement pour célébrer Yu-Gi-Oh! Il va y avoir un item exclusif qui sera vendu que sur 2 jours, eh bien ça attire les foules, ça attire les joueurs, ça attire les collectionneurs et ça attire aussi déjà les scalpers. Cet objet, mesdames et messieurs, qui fait l'objet de tant de convoitises à l'époque, n'est ni plus ni moins que celui-ci. Vous avez devant vous l'un des boosters qui a été distribué au Tokyo Dome en 99, le Premium Pack 1, The Legend of Duelist. Alors peut-être que vous avez l'impression d'avoir déjà vu ce booster avant, c'est possible. Il y a notamment Doc7 qui a parlé déjà de ce booster-là. Mais vous verrez que si vous regardez bien la vidéo, les boosters qu'il a sont en réalité pour le 25e anniversaire. Donc il aura fallu attendre 25 ans avant que Konami ressorte un booster à peu près similaire. Et si vous regardez même en haut à gauche, vous voyez qu'il y a le logo original de Konami d'il y a très 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 longtemps. Alors l'histoire pourrait s'arrêter là, mais malheureusement le Tokyo Dome de 99 va être connu pour des choses qui sont beaucoup moins glorieuses. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec 55 000 personnes qui essayaient de se rendre au Tokyo Dome pour acquérir 7 items, Konami est complètement débordé par la foule. Mais quand je dis débordé, c'est vraiment débordé. Si bien que 2 heures après avoir commencé la vente de cet objet-là, qui coûtait 200 yens à l'époque d'ailleurs, Konami, les officiels de Konami vont décider d'arrêter la vente de cet objet. Et évidemment, c'est la pire décision qu'ils pouvaient prendre parce que en annulant la vente, il va y avoir de vives protestations qui vont avoir lieu et beaucoup de gens vont commencer à se plaindre, beaucoup de gens vont commencer à se bousculer. Il faut imaginer qu'on est fin août 99, il fait probablement 30-35 degrés dehors, les gens attendent depuis 5 heures ou 6 heures dehors pour essayer d'acheter ce booster-là. Autant vous dire qu'ils ne sont pas du tout contents que les ventes sont annulées. Pour la petite histoire, il va y avoir même la police et la police anti-émeute qui va être déployée sur place afin d'essayer de contrôler la foule. Et d'après ce qu'on sait, il y a 2 personnes malheureusement qui vont finir à l'hôpital et il y aurait eu des dizaines de malaises, notamment dus à la chaleur, mais aussi au fait que tout le monde était les uns sur les autres lors de l'événement. Vous imaginez bien qu'avec ce qui s'est passé le lendemain, tous les journaux nationaux et internationaux ont parlé de cet événement-là. Alors, est-ce que c'était un bon coup marketing pour Konami ou pas? C'est difficile à dire, mais Konami devra officiellement s'excuser de l'événement et de leur gestion qui était plutôt catastrophique. Alors, pour l'histoire, ce booster-là, il est rare, bien sûr, mais ce que va faire Konami, sans faire de réédition, c'est qu'ils vont proposer aux personnes qui ont participé à l'événement d'envoyer par courrier des boosters en dédommagement. Donc finalement, si vous aviez une preuve d'accès à l'événement, vous pouviez contacter Konami et obtenir quelques boosters. Alors le nombre reste à discuter, mais vous pouviez obtenir éventuellement quelques boosters. Mais alors qu'est-ce qui contenait ces boosters du Tokyo Dome 99? Je vous tease sur ce qui arrive dans la prochaine vidéo, mais une des cartes n'est ni plus ni moins que la toute première édition du Magicien du Temps, donc qui est sortie en 99 dans ce booster-là. Donc si vous vouliez cette carte-là, qui était déjà emblématique dans le manga, vous deviez absolument récupérer ce booster-là. Et donc le set fait à peu près 10 cartes et vous aviez 5 cartes qui étaient dedans, donc vous aviez une chance de l'avoir. Et comment est-ce qu'on sait que c'est une carte du Tokyo Dome? Eh bien laissez-moi vous montrer. Si vous regardez attentivement cette carte, déjà vous pouvez vous rendre compte de 3 choses. La première, c'est qu'on est sur le layout originel de Yu-Gi-Oh! Donc celui avec l'attaque et la défense qui est écrite avec 3 caractères japonais. Donc ça, c'est effectivement un signe que votre carte est plutôt ancienne. Le deuxième point, c'est que si vous regardez bien ici, vous n'avez pas de référence de la carte. Il n'y a tout simplement pas la série comme ce qu'on peut voir dans les cartes Yu-Gi-Oh! Modernes. Mais le dernier point, eh bien, c'est le fait qu'il n'y a tout simplement pas le signe d'Anubis, enfin le logo de l'œil d'Anubis en bas à droite. Donc ici, vous savez que vous êtes en présence d'une des cartes du Tokyo Dome de 99.
Une autre carte qui va faire beaucoup parler d'elle, c'est que ce booster contient ni plus ni moins que la dernière pièce, la pièce manquante d'Exodia l'interdit. Autant vous dire que quand vous êtes un gamin au Japon qui avait grandi avec le manga, il vous faut ce booster-là. Et d'après les informations que j'ai pu trouver, le magicien du temps ou même la tête d'Exodia, à l'époque, se monnayait plusieurs dizaines de milliers d'yens parce que non seulement elle faisait partie du manga, c'était une carte qui était très forte parce qu'elle était unlimited, donc vous pouviez jouer chaque partie d'Exodia à 3 parties, enfin en 3 exemplaires. Mais surtout, c'était le seul moyen de compléter Exodia. Donc autant vous dire que vous ne trouviez aucune carte à la revente, c'était extrêmement dur d'en trouver, et lorsque vous en trouviez, ben, c'était des prix qui étaient démesurés, parce que tout le monde voulait jouer Exodia, et ce deck a été notamment méta pendant un certain temps. Alors, si vous avez un petit peu suivi l'histoire, on est en 99, et j'ai dit que lors de cet événement, pour célébrer Yu-Gi-Oh!, il y avait notamment un tournoi Yu-Gi-Oh! En physique. Ce tournoi d'ailleurs sera renommé plus tard comme étant le premier national japonais. Si les joueurs jouaient le tournoi, ça veut dire qu'ils avaient déjà des cartes qui étaient disponibles. Peut-être pas beaucoup, peut-être que c'était très difficile de les avoir, mais ils en avaient. Donc si on revient un petit peu en arrière, Konami a déjà sorti quelques produits liés à Yu-Gi-Oh! Il y a notamment une sorte de deck de démarrage, ou plutôt une boîte de démarrage qui contient 2 decks de structure, ou l'équivalent de decks de structure, un pour Yugi, un pour Kaiba. Après ça, Konami continue de sortir différents produits, ce qu'on va appeler les boosters et ce qu'on va appeler les volumes. Alors tout ça, ça fait partie de quelque chose qu'on appelle la série 1, qui est vraiment le tout début de Yu-Gi-Oh! Vers 99 et éventuellement tout début des années 2000, mais on parle d'il y a très longtemps. Les boosters, ça peut porter à confusion, mais ça n'a rien à voir avec les boosters qu'on connaît aujourd'hui. En fait, les boosters, c'était un set de cartes qu'on pouvait récupérer dans ce qu'on appelle les cardas, qui sont un petit peu des machines, souvent mécaniques, où vous mettez 100 yens et vous récupérez 1, 2, voire 3 cartes. Il me semble que par exemple pour le booster 1, vous récupérez 3 cartes de la série, et donc voilà, vous aviez différentes raretés, mais il n'y avait pas de booster en tant que tel. Non, c'était plutôt juste quelques cartes que vous récupérez ici et là. Par contre, en parallèle, Konami sortait également ce qu'ils appelaient les volumes, et ces volumes-là ressemblent beaucoup aux boosters qu'on connaît aujourd'hui, où est-ce que vous aviez peut-être 5 ou 7 cartes dedans, parmi un set, et vous aviez différentes raretés aussi qui étaient disponibles dedans. Mesdames et messieurs, je vais vous présenter aujourd'hui les 4 volumes qui étaient disponibles avant le Tokyo Dome de 99. C'est-à-dire que ici, vous voyez les tout premiers boosters Yu-Gi-Oh! Jamais sortis au Japon et qu'on n'aura d'ailleurs jamais en TCG. Alors le tout premier volume, le volume 1, il est emblématique. Je pense que l'illustration a été faite par Takashi lui-même, donc l'auteur du manga Yu-Gi-Oh! C'est vraiment une relique. Ça se trouve, mais on est au moins sur 3 chiffres pour acquérir ce booster-là. Vous voyez qu'à l'époque, il était vendu 150 yens. Pareil, je crois que Konami a fait une réédition de ce booster-là il y a quelques années, mais si vous regardez bien, le prix n'est pas là. Donc encore une fois, il faut faire un petit peu attention lorsqu'on collectionne le japonais parce qu'il y a beaucoup de petites astuces à vérifier. Le deuxième, le volume 2, c'est selon moi l'illustration que je préfère, tout simplement parce que vous avez le gant du duelliste, et donc il fait directement écho au manga qui était déjà publié à cette époque-là, bien évidemment. Alors pour expliquer un petit peu ce qui se passe à l'époque, il faut bien comprendre que Yu-Gi-Oh! Est relativement simple. Les règles sont d'ailleurs pas toujours très claires pour tout le monde, mais chaque booster, chaque volume qui sort, apporte un petit peu son lot de nouveautés et son lot de nouvelles mécaniques. Donc dans le volume 1, vous avez par exemple le Magicien des Ténèbres et Trou Noir. Dans le volume 2, vous avez, il me semble, Monster Reborn qui va être released. Dans le volume 3, vous avez l'apparition des monstres flip, et notamment aussi de la marmite d'avidité, c'est peu dire. Et dans volume 4, vous avez, il me semble, le crâne invoqué, qui est une carte qui est relativement forte pour l'époque. Sur le volume 3, on peut voir du coup Yugi et Kaiba. Et donc sur le volume 4, on retrouve Pegasus, comme je le disais, avec le crâne invoqué à l'intérieur. Il va y avoir aussi l'apparition des cartes Toon, mais ça ne sera pas vraiment un game changer pour l'époque, tout simplement parce que ça va être compliqué à jouer ces cartes en 99. Donc si on devait placer finalement notre booster du Tokyo Dome, en fait, le Tokyo Dome, il arrive ici,
à peu près après le volume 4, donc c'est pas très très clair si le volume 4 était déjà autorisé au tournoi du Tokyo Dome ou pas, mais on peut assumer, étant donné qu'il est sorti à peu près un mois avant, que le volume 4 faisait aussi partie de la méta pour ce tournoi. Alors après l'événement du Tokyo Dome de 99, maintenant vous commencez à connaître l'histoire, Konami ne va pas s'arrêter là. Pour la série 1, ils vont sortir 3 volumes supplémentaires. Le premier, c'est le volume numéro 5 que vous avez juste ici. Et je vais vous en parler plus longuement parce qu'il y a quelque chose de très important à savoir sur ce volume 5 là. Ensuite, on va avoir le volume 6 avec Mai Valentine, si je dis pas de bêtises. Voilà. Et enfin, on va avoir un dernier booster qui va sortir, un dernier volume qui featured Bandai Kane. Alors une fois encore, ces boosters-là vont vraiment donner un coup de boost à Yu-Gi-Oh! En termes de jouabilité, notamment le volume 7 qui apporte Force de Miroir et Guerrier des Dés, c'est-à-dire qu'on commence à sentir qu'il y a un aspect beaucoup plus stratégique au jeu. Le volume 6 apporte Jugement Solennel, qui est encore une carte très connue aujourd'hui. Le volume 5 va aussi apporter son lot de cartes importantes à la méta, notamment Changement de Cœur, mais également Hommage aux Damnés, qui sont des cartes qui sont là pour gérer les grosses créatures. Et donc si vous regardez un petit peu, on commence à avoir une sorte de gestion des ressources, quelle carte je dois gérer avec quelle carte, et c'est en partie le succès de Yu-Gi-Oh! Qui va apporter dans le monde du TCG, en tout cas au Japon, un peu une fraîcheur avec un aspect stratégique beaucoup plus important que d'autres jeux qu'on connaît à l'époque, notamment Pokémon. Alors je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que vous avez sous les yeux, mais il faut bien prendre en compte que ces boosters sont extrêmement vieux et sont aussi extrêmement rares. Ils sont tous scellés. C'est un budget, c'est un très gros budget, je ne vous le cache pas, mais c'est surtout une histoire de rareté. Certains volumes sont en fait plus rares que d'autres, notamment le volume 5 dont je vous parlais juste avant. Ce volume 5 là, pour vous donner un exemple, sur les dizaines de boutiques que j'ai fait au Japon, je n'en ai vu que 3 copies en vente. Alors c'est pas mon objet le plus rare, mais il faut bien comprendre que sur ces 3 boosters là, 2 étaient abîmés, donc il y avait des indentations sur le booster. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, après cette série 1, Yu-Gi-Oh! Est un jeu très populaire, mais il y a aussi d'autres TCG qui tournent très bien. Il y a notamment Pokémon, qui est un autre jeu de cartes que vous connaissez tous, où les joueurs vont commencer petit à petit à se lasser et vont se tourner sur Yu-Gi-Oh! Donc Konami a vraiment un intérêt à stabiliser leur jeu et à vraiment à le rendre intéressant à jouer, tout simplement parce que si le manga stoppe, si l'anime qu'on va parler dans quelques instants stoppe, eh bien Konami peut toujours survivre grâce à son jeu de cartes. Et c'est finalement un petit peu ce qui va se passer parce qu'aujourd'hui, même si beaucoup de joueurs ne regardent plus l'anime, Konami et le jeu de cartes Yu-Gi-Oh! En général est toujours là et il est très ancré dans la culture populaire. Donc on peut dire qu'ils ont plutôt bien réussi leur coup. Pour vous expliquer, j'ai ici avec moi le tout premier booster de la série 2, Magic Ruler. Alors vous pouvez penser que ce Magic Ruler est le même qu'on a eu en TCG, qui il me semble a changé de nom aussi en cours de route, mais en fait pas du tout. La version qu'on a en Occident est en fait un mix entre Magic Ruler et un autre booster qu'on verra juste après, qui est Pharaoh's Servant, qui est juste ici. Et donc celui qu'on connaît est un mix en fait de ces deux boosters-là, d'accord? Magic Ruler est super important parce qu'il change complètement la stratégie et l'optique de Konami. J'en ai déjà parlé un peu juste avant, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ce booster-là sort le 20 avril 2000 et que 2 jours avant sort le tout premier épisode Yu-Gi-Oh! Animé au Japon. Donc autant vous dire qu'à partir de là, Konami va travailler étroitement avec l'auteur de Yu-Gi-Oh! Mais aussi avec ceux qui produisent l'animé pour toujours sortir les cartes en même temps que l'animé, à quelques exceptions près. Donc maintenant que l'animé en fait il sort régulièrement au Japon, l'objectif de Konami c'est effectivement de développer son jeu, d'intégrer certaines cartes importantes qu'on voit dans l'animé ou dans le manga, mais aussi d'apporter des nouveautés intéressantes pour continuer à accroître leur base de joueurs. Et c'est notamment ce qui va se passer avec les prochains boosters qui apportent tout un tas de nouveautés, notamment Curse of Anubis qui va apporter tout un tas de nouvelles cartes pièges qui vont être complètement indispensables à la méta. Donc une fois encore, ici ce qui est important de noter c'est que même si Konami commence à faire des rééditions des volumes 1, 2 jusqu'à 7,
qui auront des noms complètement différents, mais ça, on en parlera peut-être une prochaine fois. Si vous n'achetez pas en fait les derniers boosters Konami, donc Magic Ruler, Pharaoh Servant, Curse of Anubis dans les années 2000, votre deck, il est complètement inférieur aux nouveaux decks qui sortent avec ces dernières extensions. Donc il commence à y avoir cette notion aussi de power creep qui est super importante. Donc je vous le disais, Curse of Anubis ajoute pas mal de pièges. Pharaoh Servant, il a tout un tas de cartes et d'outils pour invoquer des monstres depuis son deck. Donc autant vous dire que c'est un game changer complet. Les 3 boosters qui suivent, ils vont être indispensables pour Yu-Gi-Oh! À savoir Frozen Ice Bible, suivi de Spell of Mask, et on va en revenir parce que ça c'est un booster très rare et très important. Puis enfin de Labyrinth of Nightmare qui est aussi primordial. Alors pourquoi ces boosters sont aussi importants? Il faut savoir que Frozen Ice Bible contient la toute première Ultimate rare jamais publiée. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, et je pense que vous pouvez deviner le monstre qui est en Ultimate, Spell of Mask et Labyrinth of Nightmare sont tout aussi importantes en termes de collection, tout simplement parce que Spell of Mask est le seul booster aujourd'hui qui contient un dragon blanc aux yeux bleus en layout originel en Ultimate rare. Et Labyrinth of Nightmare, ça va être un peu la même chose mais avec le Magicien des Ténèbres. Alors autant trouver un dragon blanc aux yeux bleus en Ultimate rare, c'est faisable, ça va vous coûter un bras, mais c'est faisable si vous allez au Japon. Autant trouver un booster scellé Spell of Mask ou Labyrinth of Nightmare, je peux vous dire que c'est toute une aventure. Pour vous donner une idée, je n'ai vu en tout et pour tout, dans toutes les boutiques du Japon, seulement une seule copie de Spell of Mask à la vente et une seule copie de Labyrinth of Nightmare à la vente, dans les dizaines et les dizaines de boutiques que j'ai fait. C'est extrêmement difficile d'en trouver. Et même si vous regardez sur l'internet japonais, sur les plateformes en question qu'ils utilisent, c'est très rare. Donc je pense que ces boosters existent, mais ils sont au sein de collections et ils commencent à devenir extrêmement difficiles d'accès pour le grand public. Enfin, pour terminer la série 2, on va avoir 3 derniers boosters. Le premier, c'est Struggle of Chaos, qui a vraiment un artwork incroyable, selon moi. Et Struggle of Chaos, une fois encore, il est assez intéressant parce qu'il explique plutôt bien la stratégie marketing de Konami, étant donné que ce booster ne contient aucune carte de l'anime. Tout le contenu de ce booster-là est 100% nouveau, et on peut imaginer que c'est dans l'objectif de Konami de rendre leur jeu beaucoup plus intéressant et commencer à se détacher aussi de l'anime. Les 2 boosters, les 2 derniers boosters qu'on a ici, c'est tout simplement Mythological Age et Pharaonic Guardian, qui vont arriver fin des années 2000 et tout début des années 2001. Ce booster, Pharaonic Guardian, je ne peux pas l'expliquer, mais j'ai aussi énormément de mal à trouver. Pour tout vous dire, une fois encore, en ayant fait toutes les boutiques du Japon, je n'en ai vu qu'une seule copie. Donc autant vous dire que quand je l'ai vu, j'ai pas hésité, parce que ça commence à devenir très rare. Alors voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais vous présenter pour ma collection de Yu-Gi-Oh! Scellé. Je pense qu'il y a du très lourd, et pas seulement en valeur monétaire, mais en termes de rareté et en termes d'histoire. Je trouve que l'histoire du Tokyo Dome, pour moi, c'est une des plus incroyables histoires que j'ai jamais entendues pour Yu-Gi-Oh! Et même dans le TCG en général. Il y a aujourd'hui des boosters qui sont quasiment introuvables, y compris si vous allez au Japon. Dans la prochaine vidéo, je vais vous présenter ce fameux classeur qui est juste là, que j'avais mis de côté. Il y a aussi du très lourd, peut-être un peu moins rare, mais quand même du très lourd. Des cartes emblématiques de Yu-Gi-Oh! Et donc voilà, je vous dis à la semaine prochaine, ou en tout cas peut-être dans 2 semaines, le temps que la vidéo sorte. Si vous avez des questions, ou si vous voulez que je vous explique comment est-ce que par exemple je stocke ces boosters là, vous voyez qu'il y a des superbes sleeves et que c'est protégé dans des cases en acrylique, tout ça je peux vous en parler, donc juste dites-le moi, et puis voilà, à la prochaine.